Salut les louves, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'action du vin. Je voulais vous dire qu'on a fait donc cette fameuse lettre à poster, qui est une lettre qui va aller demander à nos préfets et à nos maires de bien vouloir appuyer notre demande de débat auprès d'Emmanuel Macron, celle qui a été faite devant l'Elysée le 4 novembre. Donc, le mode d'emploi. 1. Vous prenez cette lettre, vous l'imprimez, vous la mettez dans une enveloppe. Si vous voulez, vous la signez de votre nom, vous avez le droit. Vous écrivez le nom de votre préfet ou de votre maire, ça dépend où vous allez vous rendre. De préférence, les préfectures, les sous-préfectures. Et ensuite, si vous pouvez pas, les mairies. Et donc, vous allez vous prendre en photo, donc que les femmes, n'oubliez pas, en noir. Vous pouvez y aller seul ou à plusieurs. Vous prenez une belle photo où on voit la mairie, où on voit la préfecture, on voit le drapeau, où on vous voit avec la lettre. Et cette photo, vous nous l'envoyez à mamanlouve au pluriel @protonmail.com. Et cette photo, nous, on va en faire un gros kaléidoscope, un gros patchwork avec toutes les photos de toutes les mamans louves qui se prennent partout en France, partout même à l'île de la Réunion, en Nouvelle-Calédonie, et on va envoyer ça à la presse. Et ensuite, le 20 novembre, qui est la journée internationale de l'enfance, vous allez poster cette photo toute en même temps à 11h pétante le samedi 20 et on inonde les réseaux Facebook, Twitter, Insta, partout en disant je demande à mon maire, je demande à mon préfet de bien vouloir appuyer notre demande de débat urgente auprès de l'Elysée. Et n'oubliez pas de mettre le hashtag Maman Louve partout quand vous écrivez au nom de nos enfants. On vous embrasse très fort et ensuite on ira sur d'autres actions, mais le 20 c'est important qu'on refasse une action médiatique. Voilà. Grosse bise tout le monde, ciao ciao. Bonjour et bienvenue dans Jaf ta mère numéro 79, un numéro spécial aujourd'hui avec Roxane Chafei et Cyprine du mouvement Maman Louve. Alors oui, il y a quelques petits problèmes de connexion et quelques petits craquements de bruit de fond, mais s'il vous plaît, pardonnez-leur parce que elles sont extrêmement sollicitées et elles nous ont accordé 45 minutes d'interview exclusive pour RLP, c'est cadeau. Donc même si ça craque un petit peu, j'ai fait de mon mieux avec le traitement du son, mais restez, écoutez-les et excusez-les, merci. Le Zoom de cette émission est disponible sur YouTube. Vous le trouverez dans le commentaire de ce podcast lorsqu'il sera lui aussi publié. En attendant, voici le contenu de cette conversation sur un domaine extrêmement important. C'est à nous d'éduquer nos enfants, ce n'est pas à l'État de le faire. La gestion du Covid a été absolument calamiteuse. Nos gamins et nos gamines vont extrêmement mal. Ce n'est pas normal et nous, parents, nous nous inquiétons et nous, les pères, en tout cas ceux qui sont avec nous, nous nous rallions totalement au mouvement de Roxane et de toutes ces mamans. Nous voulons protéger nos enfants et ça suffit. Voilà, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3, aujourd'hui avec Roxane et Cyprine du mouvement des Mamans Louves dont nous avons parlé la semaine dernière avec Anaïs, mouvement des Mamans Louves qui s'est notamment mis en avant le 4 novembre dernier à Paris lors d'un courrier présenté au président Emmanuel Macron et une réponse on va dire un peu brutale et un peu difficile des services de sécurité. Les Mamans Louves, qu'est-ce que c'est les Mamans Louves? Ce sont des mamans qui estiment que ce n'est pas forcément à l'État d'éduquer nos enfants et qu'aujourd'hui dans la gestion notamment du Covid, celui-ci prend trop de place dans les décisions éducatives. Alors Roxane et Cyprine, bonjour. Merci d'être revenus. Déjà, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que j'ai bien posé le cadre? Est-ce que j'ai bien défini ce que vous faites? Oui, c'est pas mal, c'est un bon début. Bon. Stéphane? Oui. Oui, les mamans louves, effectivement, il y a une notion de responsabilité d'abord sur l'éducation, certes, mais sur la vie globale de nos enfants, parce que les décisions que prennent les instances décisionnaires, elles touchent pas seulement à leur éducation, elles touchent tout simplement à leur vie, à leur psychologie, à leur état de santé physique, psychique, et du coup à leur futur
aussi. Donc, nous, oui, ce qu'on demande en tant que maman louve, alors bien sûr, encore une fois, on va le répéter, on n'exclut absolument pas les papas dans l'autorité parentale. Nous, on a voulu créer un mouvement fort, Oui, parce que c'est médiatique. comme nous, on se bat pour nos enfants, mais vous le faites avec la voix des mamans. Mais je veux dire, C'est exactement ça. D'accord, ouais, je comprends. Et clairement, on a décidé qu'on allait réexpliquer, en fait, à nos instances décisionnaires que nous sommes, nous, parents, donc nous, mamans en l'occurrence, les mieux placés pour savoir ce qui est bon pour eux, et qu'à ce titre, il est nécessaire de nous consulter avant toute prise de décision pour nos enfants, parce que clairement, nous avons été écartés de toutes les décisions. On n'a pas eu notre mot à dire. Et même quand on a été contesté, on nous a fermé la porte. Alors, bon, moi je comprends ce dont vous parlez, mais on va expliquer aux autres. Expliquer aux auditeurs, en fait, ce que vous critiquez, quelles sont les décisions que vous critiquez par rapport à la gestion de nos enfants. La décision, c'est pas une seule décision, en fait, c'est la manière dont c'est fait. On est dans une crise sanitaire, donc le sanitaire, ça touche à, c'est quand même assez vaste. On touche au sanitaire, c'est important. C'est pas une décision en particulier, c'est par exemple, le protocole qui a été mis en place. Ça touche nos enfants, ça touche à leur santé. C'est susceptible de toucher à leur santé, c'est susceptible de toucher aussi à leur physiologie. Et en fait, on ne comprend pas pourquoi, par exemple, il n'y a pas eu d'étude d'impact de fait avant de mettre ces protocoles en place. C'est quand même très important. Ça Donc concerne nous parlons les du journées port entières. du masque, nous parlons du fait de demander aux enfants de ne pas se toucher les uns les autres dans les cours de récréation, c'est ça? Exactement. Nous parlons de tout ça. Nous parlons de tout ça. Il n'y a eu aucune vraiment étude de fait. Il y en a qui ont été faites. Il y a une étude d'impact qui a été faite, mais pas par l'État. Ça a été fait par des collectifs de parents. Donc aujourd'hui, maintenant, avec le recul, on sait que ça a eu un énorme impact sur les enfants, qu'ils soient petits ou grands. Donc c'est pour ça qu'on demande absolument qu'il y ait maintenant ce débat public concernant nos enfants qui n'a jamais été fait finalement. Et c'est important que, alors nous, on est des mamans louves qui sont pas forcément d'accord justement avec tous ces protocoles par rapport à ce qu'on a pu constater sur nos enfants et sur les enfants en règle générale. Mais les parents qui, eux, par exemple, sont au contraire satisfaits de ce protocole, devraient aussi demander ce débat public, pour qu'au moins on soit sûr. Oui, parce que je pense qu'on a pris parfois beaucoup de décisions sans avoir beaucoup de certitude. Je ne suis pas certain qu'on se rende vraiment compte de ce qu'on fait à nos enfants. Moi, j'ai eu des informations, des retours d'informations, autant par les invités que dans ma vie personnelle, de services de pédiatrie qui voyaient arriver des enfants avec des maladies parfois un peu inexpliquées, avec des baisses de résultats scolaires assez impressionnantes au brevet ou alors au début de collège, avec des enfants qu'on a perdus aussi durant la scolarisation, avec des enfants qui sont beaucoup moins sociabilisés qu'auparavant. Je sais qu'une directrice d'école m'a indiqué l'an dernier, après les premiers confinements, mais vous savez, de septembre jusqu'à la Toussaint, on va recommencer à prendre les bonnes habitudes. Puisque de mars à septembre, ils ont chacun été isolés, sans contact les uns avec les autres. On va recommencer à faire de la socialisation, on va recommencer à les mettre ensemble. Mais ça a des conséquences quand même, tout ça, hein. C'est important. Hein. Et c'est pire que ça, Stéphane, c'est scandaleux. Oui, en bien fait, sûr. C'est un carnage. Je pense qu'on n'a pas fini de payer les pots cassés. C'est un carnage, bien sûr. Oui. Surtout carnage, ceux qui ont paniqué, parce que les enfants, et ça on l'a vu avec beaucoup d'intervenants ici, les enfants sont beaucoup plus sensibles aux réactions de leur entourage qu'à ce qui leur arrive réellement, dans les cas, on va dire, de petite ou moyenne intensité. C'est-à-dire que si vous dites à un enfant, bon, un petit masque et des petits chats, des couleurs, tout ça et tout, ben, ça va aller quelque part, il va le faire. Mais si on vient autour en disant, mais on va tous mourir, les grands-parents sont en danger, ça va le marquer. Ça va l'imprégner, ça va le toucher à l'intérieur de lui. C'est exactement ça. Aujourd'hui, on a des enfants presque qui sont devenus hypocondriaques. Ils ont 6 ans, ils ont 7 ans. Ils vont vous parler, par exemple, que s'ils n'ont pas le masque, effectivement, ils risquent de tuer papy-mamie parce qu'on leur a quand même martelé ce message. Et ensuite, ils vont vous parler d'un poustillon. Ils vont vous dire qu'ils ont peur de recevoir un poustillon. Comme dit Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne, un enfant à 6, 7 ans, 8 ans, il ne parle pas de poustillon. Non. Il joue au Pokémon. Oui. Vous voyez ? Oui. C'est important. Ouais. Donc, il y a eu un inversement. Il y a eu un inversement des valeurs et on n'a pas à faire porter la responsabilité du bien
collectif, du bien commun sur les épaules des enfants. C'est à nous, adultes, de prendre soin d'eux, de faire attention à eux, et pas l'inverse. Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Och det är kallt i hans stova. RLP 102.3 avec toujours Roxane et Cyprine. Nous parlions effectivement de ce que nos enfants ont dû subir durant la crise du Covid, de nos inquiétudes en tant que parents sur ce que nos enfants ressentaient et vivaient. Il y a aussi un autre point plus important encore que le masque, l'école, la désocialisation, la pression sur les enfants. Ce sont les atteintes directes à l'autorité parentale. Alors ça, on est très très sensible à ça parce qu'on se bat beaucoup pour le respect des droits parentaux. On n'aime pas les gens qui sont privés de leurs enfants, par exemple. On n'aime pas les gens qui n'ont pas accès à leurs enfants correctement. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces décisions qui ont expliqué que, par exemple, un seul des deux parents pouvait décider qu'un enfant se faisait vacciner, par exemple, ce genre de choses? Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que maman? Alors, c'est scandaleux aussi, encore une fois. On le sait, pour toutes les décisions pour les enfants, il faut l'avis, en tout cas l'autorisation des deux parents. Oui. C'est-à-dire que même quand on est dans un cas où on a on va dire un mari violent, même quand il est incarcéré, il garde son autorité parentale sur des décisions qui sont prises pour l'enfant. Par exemple, le fait d'emmener l'enfant chez un psychologue parce que l'enfant ne va pas bien, le père, même s'il est incarcéré, et même si c'est éventuellement de sa faute que l'enfant ne va pas bien, eh bien, on a besoin de son autorisation pour pouvoir envoyer cet enfant, pour que la maman puisse envoyer l'enfant faire une thérapie. Et donc là, le vaccin, par exemple, oui, vous avez pris cet exemple, Stéphane, et vous avez bien fait, et bien là, on a besoin que d'un seul parent pour autoriser cette vaccination. Alors, comment ça se fait que dans des cas même extrêmes, l'autorité parentale dépend des deux parents, et que là, un seul parent suffit. Et d'ailleurs, on voit des couples se déchirer. Oui, il y a eu des combats, il y a eu des guerres idiotes. Ah ben, puisque c'est comme ça et tout. Dans des cas de situation de parents séparés, c'est devenu parfois très bizarre. Là, c'est plus que des guerres. Dans un conflit de loyauté envers l'un des parents, forcément. Absolument. Donc, encore une fois, on est en train de mettre l'enfant au cœur d'un problème, d'un conflit familial, où il va encore se sentir coupable. Oui, tout à fait. Exactement. On met encore la pression sur l'enfant. Ouais, je suis d'accord avec ça. Ouais, nous avons beaucoup de mamans, justement, qui nous contactent dans ce cas-là. Des mamans qui sont séparées et quelques papas aussi, voilà, qui sont effectivement en conflit, qui peut-être déjà à la base, la relation était compliquée entre eux en tant que parents séparés. Et là, justement, avec ce cas précis, c'est pire encore. Donc, ça retombe encore sur qui, au final? Sur les enfants, qui voient à nouveau et encore plus leurs parents se déchirer. On va en profiter du fait que vous soyez là. Vous savez que notre audience, nous, va être beaucoup basée sur les effets de la recomposition, quoi. Donc, on va rappeler à tous les parents que le bien-être de vos enfants est beaucoup plus précieux que 50 balles ou 100 balles ou que un petit sentiment intérieur. Donc, ne mettez pas la pression sur vos enfants. Essayez de vous entendre, pas forcément devant eux. Mettez-vous d'accord et les mettez pas au centre, quoi, si possible. Soyons tous de bonne intelligence dans un moment qui est compliqué. Voilà, il faut quand même le dire à tout le monde pendant qu'on le peut, quand c'est possible. Oui, je vais me permettre de raconter un petit peu mon expérience personnelle. Moi, je suis séparée du papa de mes enfants. Et voilà, comme toute séparation, bien évidemment, c'est jamais évident. Ça fait 2 ans. Donc, mes filles ont 8 ans et 4 ans. Et en fait, j'ai la chance, là, depuis quelques mois, d'avoir le papa de mes enfants qui en fait on a décidé de s'entendre vraiment et on se suit concernant les décisions. En fait, on s'est vraiment
on a fait un bloc autour de nos enfants. Oui, On a réussi à mettre de côté nos conflits et nos éventuels conflits. Du coup, nous, on s'est aussi rapprochés, on a une meilleure entente. Et je voudrais d'ailleurs remercier le papa de mes enfants parce que c'est très très important. Il a eu confiance en moi à un moment donné. Il a su déceler en moi cette maman louve qui lui disait attention, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut qu'on réfléchisse ensemble. Il faut qu'on arrive à discuter. Mettons de côté nos conflits, nos propres idées et essayons vraiment de nous réunir et de communiquer pour le bien-être de nos enfants. Et j'avoue qu'on a réussi vraiment à faire ça. J'ai beaucoup de mamans autour de moi qui malheureusement ne sont pas dans mon cas et qui me disent à quel point j'ai énormément de chance. Et c'est vrai que je voudrais faire peut-être un appel au papa, parce que souvent, c'est beaucoup de mamans louves quand même qui sont sur le devant de la scène. Il y a des papas poules. Et qui sont en difficulté. Et il y a aussi, bien sûr, des papas poules, voilà, en l'occurrence. Même si, bon, il s'avère que c'est une réalité, hein, ils sont un petit peu plus en minorité que les mamans louves, mais ils sont là, on les oublie absolument pas. Et c'est vrai qu'en fait, je voudrais faire un appel aux conjoints, qu'ils soient hommes ou femmes, qui n'est pas d'accord avec une maman louve ou un papa poule, et d'essayer vraiment de prendre du recul et d'écouter ce conjoint pour le bien-être des enfants. C'est très, très, très important pour nos enfants. Voilà. Alors là, je vais citer plusieurs intervenants que nous avons eus dans notre émission, dans nos émissions. Le dernier en date, Dr Joël Monzi, docteur en neurosciences en Amérique du Nord, à Québec. On a eu aussi plusieurs intervenants, plusieurs experts en cours d'appel et autres. Ils sont tous absolument unanimes. L'enfant, pour son développement, a besoin d'un sentiment de sécurité. La plupart des troubles psychosomatiques, la plupart des dysfonctionnements des enfants viennent du sentiment d'insécurité et d'atteinte à l'estime de soi. Il ne faut pas avoir trop d'estime de soi, mais il faut avoir une estime de soi. Il faut être dans un groupe avec le regard du groupe qui nous renvoie une image, qui nous aide à nous construire, et il faut se sentir bien. Sinon, le cerveau passe en mode reptilien, il est plus petit. Il se développe moins parce qu'on se bagarre contre les Vikings, on est dans la survie. Mais pour que le cerveau se développe correctement jusqu'à 20 puis 30 ans, il faut absolument que l'enfant soit dans un milieu qui soit apaisé. Donc, comme dans toutes les situations en fait, où ça tangue un petit peu, où il peut y avoir soit une famille qui déménage trop souvent, ou alors où il y a des violences et de l'insécurité, il est important de faire bloc et apporter stabilité. Stabilité, chaleur à nos enfants, et il faut le faire ensemble. C'est plus important que nos petites luttes, c'est plus important que nos petites mesquineries ou nos petits conflits. Il faut vraiment qu'on fasse front unique. Je pense que on n'a pas fini de payer ce qu'on a fait à nos enfants depuis 2 ans et demi, dans une espèce d'hystérie. On se demande vraiment si les responsables de tout ça sont vraiment des gens responsables, mais ça va être à nous, encore une fois, sur le terrain, au contact de nos enfants, ça va être à nous de gérer les conséquences. Et la première des conséquences, ça va être de faire une grosse bulle d'amour, de tranquillité, de paix pour nos enfants, pour les stabiliser. Et c'est super important. Il va falloir arrêter de faire que ça tangue de partout. Et ce qu'il faut aussi essayer de faire, c'est vraiment de communiquer avec son enfant. Le rassurer. N'importe quel âge qu'il est. Le rassurer et surtout lui donner la parole. Le mettre à l'aise en lui disant aussi qu'il a le droit de penser par lui-même. Si moi, maman, je pense ça ou papa pense ça, néanmoins, tu as le droit aussi de t'exprimer et de ne pas avoir le même avis sans craindre de décevoir papa ou maman, sans craindre de te faire gronder. C'est essentiel. On peut aussi lui dire, et l'enfant peut l'entendre, il le sent au milieu de lui, un enfant, quand il a 8, 9, 10, 12 ans, 13 ans, il faut aussi ne pas hésiter à lui dire que voilà, tu es à un stade de ta vie où ce qui est important, c'est que tu te formes, que tu apprennes, et pour ça, tu as vraiment besoin de calme et d'arrêter de t'inquiéter tout le temps. Donc, s'il y a des choses qui t'inquiètent, il faut que tu me le dises, il faut que tu viennes nous voir. Et c'est important ils savent l'entendre et ils savent le dire aussi. Hein. Stéphane, il y a eu quand même un grand journal allemand, européen d'ailleurs, qui a demandé pardon aux enfants pour cette parole. Ouais, mais c'est pas les enfants qui l'ont lu. Ce sont les parents qui l'ont lu. Oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est important aussi maintenant qu'on commence, nous, tous les adultes, à remettre les enfants au centre des priorités. La crise est en train de passer, maintenant il va falloir soigner. Oui. Ouais, il va falloir soigner, il va falloir demander pardon pour ce qui a été fait. Oui. Parce que clairement, comme l'a dit Cyprine,
c'était pas à eux de porter cette responsabilité et ils sont toujours en train de la porter. Il y a toujours des publicités qui circulent, on remet la culpabilité Non, mais sur c'est eux. indécent. Où ils sont toujours des Ouais. potentiels petits virus ambulants qui vont tuer papy et mamie. Ah bon, on Et en ça, arrive ils sont à un retirer peu les enfants de la bloqués. télévision. Hein. Ah non, mais là, il faut que. Enfin, oui, il va falloir maintenant que maintenant, le mal a été fait. Si vous voulez, les valeurs ont été inversées, le carnage psychologique a été fait. Ça, maintenant, on le sait, puisque les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un fait. C'est-à-dire, toutes les instances pédopsychiatriques le disent, nos enfants ne vont pas bien. Oui. Tous les Oui, indicateurs oui. ont augmenté. Oui. Les suicides ont augmenté de Ouais, 300%. tous les parents ont une Donc, petite lumière rouge en disant mais aïe 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 aïe. On est tous un peu comme ça. Ouais. les internements d'enfants ont décuplé, Hmm. les urgences ont augmenté de 80 à 100%. C'est Les pédopsychiatres sont débordés. Ouais. Voilà. Donc, Monsieur Macron est très gentil de proposer 10 tickets psy gratuits pour les enfants. Il y a 11 Ça, c'est hémophares. presque une honte. Ouais, ça, c'est presque une honte. Et ça, encore une fois, on n'est pas d'accord avec ça. On ne sidère pas les enfants pour ensuite, on le sait très bien, c'est pas avec 10 séances de psy qu'on enlève des traumatismes aussi lourds. Donc, il est important maintenant qu'on arrête ce carnage, vraiment, d'urgence. Le mal a été fait. Maintenant, il faut réparer, il faut sauver les murs, il faut réparer. Et il est urgent qu'on remette un cadre serein, presque de bisounours pour eux, et certainement pas leur donner des faux espoirs de fin de cette angoisse avec on enlève le masque et puis 2 semaines après vous allez en fait le reporter quoi. Finalement vous avez cru à ce moment de liberté, vous vous êtes tous pris dans les bras, vous avez pleuré presque de joie, les professeurs étaient heureux de vous voir ainsi, et bien vous savez quoi, vous allez le remettre le masque. Mais quel message on leur donne en fait, quel message d'espoir en l'avenir. Et la distanciation, parce qu'on sait tous que le pot à pot, par exemple, pot contre pot pour les petits enfants est très important pour le développement neurologique, on le sait. Donc c'est. Mais là, ce qu'ils Tout ont est fait avec important, le fait Stéphane. de remettre le masque obligatoire, c'est affreux, c'est une torture psychologique. Après, il y a une C'est une façon de le torture faire, hein, il y a des contraintes. Moi, je sais pas, avec ma fille, on trouvait des petits chats, des machins, tout ça, puis on essaie de lui faire wouh, de diminuer la pression qu'elle peut avoir intérieurement. C'est sûr que si je la regarde Bien en sûr. pleurant pendant qu'elle le porte, elle va le vivre encore plus mal. Il y a une façon de le porter, On est là mais pour ça. bien sûr. Ouais. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Hier, donc j'ai appris il y a 3-4 jours que tous les masques allaient être remis pour tous les enfants de France, même pour les départements qui sont encore en dessous du taux d'incidence de 50. Donc moi étant dans les Landes, ce taux d'incidence, normalement, il est toujours en dessous de 50. Donc les enfants ne devraient pas être remasqués en classe à partir de lundi. Quand je l'ai appris, j'ai dit je vais pas le dire de suite à ma fille. J'ai Elle a préféré quel âge ? attendre. Je voulais lui dire, elle a 8 ans, elle est en CE2. Elle a pas très bien vécu. Voilà, tout ça c'est compliqué pour elle. En plus de la délation aussi de ses camarades, etc. Parce que ils sont devenus des petits gendarmes aussi entre eux, donc c'est très compliqué. Donc là hier à midi, Génération de donc c'était rapporteurs, là. Ouais. un petit peu, oui. Donc là hier à midi c'était férié et à table elle m'a dit maman, dis-moi alors lundi, nous aussi on va remettre le masque. Et ça faisait 2 jours que j'attendais pour lui annoncer et donc j'ai pas voulu lui mentir et je lui ai dit oui, chérie, à partir de lundi, tu vas remettre le masque en classe. Eh bien là, j'ai vu ma fille qui a baissé la tête, qui a tourné la tête vers le mur. Je lui ai demandé de me regarder et elle avait les larmes aux yeux. Et elle m'a dit, maman, j'en peux plus. Maman, je veux plus mettre le masque. Je veux plus aller à l'école.
Voilà, j'en ai Il va marre. falloir les aider. Ça va être à nous de les aider. Il y a des contraintes. Malheureusement, ces contraintes, on peut les contester. C'est là qu'effectivement, ma question d'après sera par Roxane, quelle est l'action politique et comment on peut faire pour enlever la pression de nos enfants. Par contre, il va falloir gérer la pression de nos enfants. Et ça, on revient dans une pratique éducative standard et c'est aussi notre manière de nous adresser à nos enfants par rapport à ce qu'on nous impose pour leur présenter afin de leur enlever de la pression. En fait, déjà, nous, on est passé par l'action médiatique, par cette demande de débat, Oui. parce qu'on a besoin d'avoir des réponses. On veut savoir, on veut demander à Monsieur Macron, puisque c'est lui qu'on vise, puisque c'est lui qui donne Celui qui décide les tout. ordres. Évidemment, visiblement, c'est lui qui fait tout. Bah oui, c'est lui qui fait tout. En fait, on a été voir tous les stades hiérarchiques de gens responsables entre les directeurs d'école, les recteurs d'académie, les préfets, les élus locaux. On a écrit au sénateur, on a sollicité des tas et des tas de personnes. On est des centaines de milliers de lettres qui sont parties, des rendez-vous. On en a vu des préfets, chacun dans nos régions. Et à chaque fois, le discours est le même. Le discours, c'est nous répondons à des directives du gouvernement. Vargen ylar i nattens skog, ylar av hunger och klagan. Men jag ska ge en grisasvans. Sånt passar i varje magar. Alors Voilà. vous, Roxane, Donc, Roxane Chaffei. Chaffei. Roxane Chaffei, est-ce que c'est votre premier engagement, on va dire, ou est-ce que vous aviez déjà participé à des causes, des luttes auparavant? D'où venez-vous, Roxane Chaffei? Vous parlez par rapport aux enfants? Vous? Ou moi, personnellement? Oui, on vous retrouve aujourd'hui devant ce mouvement, à l'émergence de ce mouvement. Pourquoi vous? Est-ce que vous aviez fait autre chose auparavant? Expliquez-nous un petit peu qui vous êtes et d'où vous arrivez, d'où vous venez. Moi, je suis d'origine iranienne, donc je Oui. pense que déjà, c'est important de le préciser. D'accord. Parce que ma mère a quitté l'Iran pour venir en France, pour la liberté qu'elle avait en France. Alors d'abord, elle est venue étudier, puis elle a rencontré mon père ici, en France. Grand moi, je suis peuple, née, les après, il y a eu la Perses, Révolution. là-bas. Et quand il y a eu la Révolution, ma mère, qui était une ancienne danseuse de l'opéra de Téhéran, l'art n'était plus permis, en fait, en Iran. Donc, elle a beaucoup milité pour les droits de la femme, elle a beaucoup écrit dans des journaux pour les droits de la femme en Iran, et donc elle a été obligée d'être réfugiée politique ici, en France. D'accord. Voilà. Elle a abandonné son statut de réfugiée 25 ans plus tard, donc elle n'a pas pu voir son pays pendant 25 ans. Pardon. Et donc moi, j'ai grandi avec cette notion de privation de droits, cette notion de privation de liberté. J'ai eu mes cousins, mes cousines qui m'ont raconté comment ça se passait là-bas, comment petit à petit, en fait, les droits étaient enlevés, tout Vous avez simplement, été à la éduqué en population. France, vous étiez allé à l'école en France. Ouais, Vous je étiez suis née vers en où? France. Vous étiez dans quel lieu géographique de la France? Sur Paris, J'étais vers sur Paris. Lyon? Comment? En région parisienne. D'accord. Ouais. Et du coup, en fait, toutes ces notions de privation de droits, et en fait, les gens me posent toujours la même question. Ils disent toujours, mais arrête, on ne peut pas aller vers un totalitarisme, vers une dictature. Pourquoi est-ce que ça arriverait? Pourquoi est-ce que notre gouvernement irait vers quelque chose qui ressemblerait à du totalitarisme? Pourquoi il ferait ça? Eh bien, vous savez, j'ai toujours pas trouvé la réponse par rapport à l'Iran. C'est pas parce qu'on est dans un pays différent. L'Iran était un pays qui était très libre à l'époque du Shah. On ne sait pas pourquoi le pouvoir décisionnaire peut prendre des formes aussi austères, sans aller trop loin. On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que regardez, aujourd'hui, on a des chiffres. Officiels qui sont sortis sur le nombre d'hospitalisations par rapport au Covid, justement. Donc, clairement, et c'est passé chez Pascal Praud, c'est officiel. On le sait Blachi en a aujourd'hui. parlé, je crois, il me semble. Ouais, que les chiffres ont été finalement beaucoup moins
alarmant. Alors, on peut se dire, OK, au départ, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, ils ont pris des mesures, mais aujourd'hui, 1 an et demi après, on a du recul. Alors, pourquoi continuer cet état d'urgence? Pourquoi garder ce pouvoir? On voit bien que c'est une volonté de garder un pouvoir qui, finalement, leur plaît bien. Après, sans faire de grandes théories, aujourd'hui, nous, on ne va même pas là-dessus. Tout ce qu'on veut, c'est qu'on garde, nous, parents, le pouvoir décisionnaire par rapport à nos enfants. Parce que regardez ce qui s'est passé là avec l'IEF, l'instruction en famille. L'instruction en famille est un droit que les parents avaient depuis des années, des dizaines d'années en France. Eh bien non. Il est devenu dérogatoire. Et oui, il est devenu dérogatoire. Maintenant, c'est terminé. On ne pourra plus, sur simple déclaration, instruire nos enfants à la maison. Il faudra justifier d'une encore raison une fois valable. inacceptable. Tout à fait. Et donc moi, Roxane, oui, moi, ayant une maman qui a milité beaucoup pour les droits de la femme, moi, je veux dire, vous étiez dans un mouvement auparavant, vous avez été politisé, vous avez approché des gens, non, pas du dites-moi. tout. Non, mais Il n'y a aucune politique, qu'on sache, chez nous. D'ailleurs, chez Oui. les Mamans Louves, on n'a pas de parti politique. Alors, j'ai beaucoup aidé des femmes, notamment des femmes qui avaient été, peut-être dans des situations très compliquées. J'ai beaucoup aidé des amis. On en a tous déjà autour de nous. Hein. La justice est quelque chose qui me tient à cœur. Mais quand on voit son propre enfant souffrir, là, c'est encore autre chose, en fait. On sort de notre zone de confort habituelle et on se transforme, hein, que ce soit Cyprine et les autres mamans louves, ou bien moi, on a été... Cyprine, je te laisse en parler, mais on s'est mis à faire des choses qu'on n'avait jamais faites. Ça vient des tripes, hein, ça vient du cœur. Moi, je me suis retrouvée à prendre le micro... devant 350 personnes. Et vous l'avez jamais fait avant? Je l'avais jamais fait avant, mais j'ai senti que c'était plus fort que moi. J'ai senti qu'il fallait que j'y aille et qu'il fallait que je parle des enfants et de ce qui était en train de se passer. Il fallait que j'aille interpeller les autres parents. Et ça s'est très bien passé d'ailleurs. On est nombreux actuellement à manifester. Hein. Moi, j'aime pas forcément manifester, j'ai pas très à l'aise, c'est pas mon truc et tout. Mais on est quand même nombreux aujourd'hui à y aller. Hein. Et quelque part, c'est parce qu'on a cette petite boule, cette inquiétude pour nos enfants, pour le monde de demain. Il y a quand même beaucoup de monde qui ressent ça. Hein. Oui, et quelque part, heureusement, parce que s'il n'y avait pas ce monde qui augmente au fur et à mesure, c'est que vraiment, ça n'irait pas. C'est normal. Heureusement que ça commence à faire réagir beaucoup, de plus en plus. Alors ça, c'est une question aussi que je vais vous poser. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est grâce à ces manifestations, ces mouvements de protestation, qui parfois ont l'air vains, hein, c'est un peu déprimant, mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est grâce à ça que finalement le pouvoir, l'organisation ne va pas aussi loin qu'ils le voudraient et peut-être qu'ils n'arrivent pas à aller aussi vite qu'ils le voudraient. Par exemple, M. Macron a parlé mardi soir, il n'a rien dit sur les enfants, il n'a pas parlé d'obligations. Est-ce que finalement ce ne sont pas ces manifestations, ces protestations qui font que quelque part ils y vont un peu moins qu'ils ne le voudraient? En fait, Stéphane, je pense qu'il ne faut pas minimiser le pouvoir qu'on a. Oui. On a l'impression parfois que tout ce qu'on proteste, c'est si peu, parce que c'est vrai. Ouais, on a là où je voulais en venir, fois... on déprime tous qu'on n'est pas assez, mais en fait, on arrive quand même à influer sur l'environnement un petit peu. Et vous savez, il faut bien que des premières personnes s'y collent et que d'autres voient le courage de certains pour pouvoir aussi les suivre. Parce qu'on le sait, y aller seul, c'est compliqué. Quand certaines personnes... moi, je sais qu'au tout début des manifestations, on était 30 ou 40 dans les Landes avec Cyprine. On s'est rencontrés sous la neige. On était sous la neige, on était 30 ou 40. Vous avez commencé à manifester quand? Dès le mois de novembre 2020, quand le masque a été imposé pour nos enfants. D'accord. Moi, j'ai eu Voilà, donc l'origine Maman Louve, en fait, va remonter à il y a un an, lorsque vraiment on a masqué les enfants. Et là, vous avez commencé à dire non, il ne faut pas. Vous avez vraiment vous avez commencé à protester, à vous engager il y a un an. Alors, premièrement, on ne nous a pas demandé notre avis. Non, non, je confirme. Oui. Deuxièmement, on n'a pas vu une seule maman sur un plateau télé faire un retour d'expérience. Non. Ça a été vite l'omerta de la presse. Oui. Il faudrait s'interroger pourquoi. Comment ça se fait? Comment ça se fait que le sujet... Les droits parentaux sont très attaqués, on pourra parler après si vous voulez, mais être parent aujourd'hui, ça a beaucoup moins de signification et de valeur qu'il y a quelques années. Hein. Et
Et surtout, on a vu des enfants souffrir. On a eu des témoignages. Oui. Moi, j'ai fait un court-métrage qui s'appelle Monde à l'envers. J'ai appelé comme ça parce que, encore une fois, le monde a été inversé. C'est-à-dire que c'était aux enfants de protéger les grands. Monde à l'envers. Dedans, ce sont des témoignages d'enfants comptés par des adultes. Comptés par des adultes parce qu'on part du principe que c'est à nous de protéger les enfants. Donc, on n'a pas voulu les mêler à ça. En revanche, j'ai demandé à des parents de m'envoyer des témoignages d'enfants. Vous savez combien de témoignages j'ai eu en une journée au mois de novembre? Au mois de novembre, c'est-à-dire que ça venait d'arriver pour les petits, ça existait déjà pour les ados. J'ai eu 900 témoignages dans la journée. 900. J'en pleurais. Sans Des être témoignages médiationnellement, en plus, uniquement par le bouche à oreille. Uniquement par le bouche à oreille, Ouais. avec un petit lien Facebook d'un petit groupe où on était Ouais, 150 à tout l'époque. à fait. On a eu 900 témoignages et qui étaient plus affolants les uns que les autres. Moi, j'avais eu un cas dans l'école de mon fils, cette histoire de jetons pour respirer, que je pense que tout le monde en a entendu parler. Oui, C'était ça, la c'est classe, dans la scandaleux, classe ça, de mon fils, et c'était la maîtresse de mon fils qui a instauré ça. On a vu des craies par terre pour sectoriser les enfants, pour qu'ils aient chacun leur espace vital durant la cour de récréation sans se toucher. Non mais ces gens sont fous. Et on en a vu des dérives. Dans l'école de mon fils, une petite fille qui a été... donc il y avait de la fièvre, et ça c'était au mois d'octobre 2020. Elle avait de la fièvre, et elle a été laissée dans la cour de récréation. Elle avait mal au ventre, elle avait énormément de fièvre. Ils ont essayé de joindre le papa, parce que la maman était en déplacement. Ils n'arrivaient pas, ils n'ont pas vraiment insisté, parce qu'il y avait plusieurs numéros, mais bon. Et donc, ils l'ont laissée seule, dans la cour de récré, toute l'après-midi. Toute seule. Et mon fils me disait, il voyait cette petite camarade qui était dehors, toute seule, toute l'après-midi. Ah ben vous il savez ce n'avait qu'elle pas avait, envie de montrer qu'il était malade là, le petit, là, je peux vous l'assurer. Ça c'est. Ouais. Vous savez ce qu'elle avait, la petite? Non. Parce que la chute est importante, en fait. La petite, quand la nounou est venue la chercher à 16h30, elle l'a emmenée tout de suite aux urgences. La petite, elle aurait pu crever. Elle est en train de faire une péritonite. Voilà. Donc, c'est une appendicite aiguë qui est très grave et elle aurait pu mourir. Et on a laissé cet enfant seul dans la cour de récré. Moi, je pense qu'on a surréagi, on a angoissé les adultes et les adultes ont répercuté leurs angoisses sur les enfants. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et ça ne devrait pas arriver, en fait. Non, c'est irresponsable. On a eu des comportements absolument irresponsables. C'est irresponsable et c'est honteux. Oui. Parce que nous, les adultes, en fait, on devrait avoir beaucoup plus de courage que ça. C'est honteux. Quelles est les valeurs qu'on apprend à nos enfants, en fait? Oui. Est-ce que c'est de ce monde qu'on veut, où les adultes laissent, excusez-moi l'expression, crever des enfants dehors parce qu'ils ont peur et parce qu'ils projettent leur peur sur eux? Oui. Parce que la petite risquait de contaminer une salle entière si on la mettait au chaud dans une salle ou à l'infirmerie. Même pas, ils ont appelé un médecin. Non, c'est hallucinant, c'est dramatique. Ouais. Et il y a eu pas mal de cas comme ça. J'avais juste un autre exemple très court qui s'est passé là au mois de septembre dans un collège ici. Il a fait très chaud au mois de septembre. Nous, on a des étés indiens ici dans les Landes qui sont plutôt sympas. Donc, on a eu des températures à peu près à 37-38 degrés. Donc, dans les salles de classe, il faisait à peu près une trentaine, 30, 31, 32 degrés. Donc, sans climatisation, fenêtre ouverte, mais pas d'air. Mais écoutez, il y a un professeur qui a interdit à ses élèves en classe de boire parce qu'ils étaient obligés de baisser le masque pour boire. Voilà. Vous voyez, encore une belle dérive. Très bien compris à quoi servait un masque en fait. Un masque, ça sert à éviter qu'on crache sur les autres. C'est tout. C'est pour enlever les postillons. Ça sert que à ça. Ils n'ont pas très bien compris d'ailleurs ce que c'était que la santé d'un enfant. Moi, j'ai mon filleul qui est tombé 3 fois dans les pommes. 3 fois. Il a fait 3 fois un malaise. Il est tombé dans les pommes et il a des certificats médicaux pour demander à ce qu'il ne porte pas le masque. Eh bien, on le force quand même à porter le masque. Il a quel âge? Je veux dire, il a 9 ans. Bah oui, non, mais il faut être compréhensif à cet âge-là quand même. Et pour certains enfants, non, dont le certificat médical a été accepté, ils ne sont pas nombreux, très souvent, ces enfants ont été mis en marge de la vie sociale de la classe. Oui, on a réinventé les punitions devant tout le monde, là. C'est les... Exactement. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig. Du varg, kom inte hit. Ungen min får du aldrig.
Bon, maintenant Voilà. qu'on a fait ce constat, parler du vaccin, là, parce que ça va être quelque chose aussi. Vous, mesdames, là, comment vous le sentez, le vaccin pour les enfants? Vous avez envie? Alors, nous, Stéphane, ce qui est important, encore une fois, nous, on ne parlera que de la responsabilité des parents. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est que les parents gardent le droit de choisir pour leur enfant. En C'est fait, tout. ce que vous ne voulez pas, Après, et c'est là on qu'on a- va se rejoindre, vous ne voulez pas que l'État décide à votre place de ce qu'il faut faire sur notamment des choses parfois où on n'a pas tous les tenants et tous les aboutissants de manière certaine. C'est ça, en fait. Exactement. Exactement. En soi, si un parent décide de faire confiance à ce vaccin, c'est son choix. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas accepter qu'un enfant n'ait plus le droit d'aller avoir des activités sportives. Enfin, je veux dire, ça c'est un non-sens total pour la santé d'un enfant. Des activités ludiques, des activités éducatives sous prétexte qu'il n'est pas vacciné. Ouais. Ça, il en est hors de question. La discrimination, ça c'est non. On n'est pas discriminé selon son état de santé, quoi qu'il arrive. Ça va à l'encontre des droits de l'homme, il me semble. Bon, je me fais l'avocat du diable, parce que c'est ce qu'on va nous répondre, c'est ce que les gens vont répondre. Si un enfant a une maladie contagieuse, qu'il est porteur d'Ebola, il va pas aller jouer au foot. Je fais exprès, mais bon. Mais les virus ont toujours existé. Oui. Cette maladie a la gentillesse de ne pas faire beaucoup de formes graves chez les enfants. Ah, ça, Les décès de Covid j'ai pour le les responsable enfants d'hôpitaux pédiatriques qui me bien- l'ont confirmé. Les salles pédiatriques étaient vides durant le Covid. Ils n'avaient pas d'enfants malades durant la crise du Covid. Mais Quasiment la aucun. Société française de pédiatrie a bien confirmé qu'il ne s'agissait pas d'une maladie infantile. Absolument. Voilà. J'ai eu confirmation de ça par plusieurs pédiatres. Je suis d'accord avec ça. Ouais, tout à fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous voulez là-dessus, faire? il y a Qu'est-ce qui est le consensus, prévu quand même. là? Les mamans louves. Alors déjà, on va dire à tout le monde qu'il y a un groupe Telegram. J'ai été impressionné, comme beaucoup de monde. Vous êtes monté à 7000 membres en quelques jours. Ça a été extrêmement rapide. Il s'est passé quelque chose. En à peine quelques jours, vous aviez plusieurs milliers de personnes qui se sont rejoints sur ce groupe Telegram, qui après s'est structuré de manière intelligente, mais un petit peu comme nous. Il y a un groupe par région, de manière à ce que les gens puissent se rencontrer par région et parler par région. Mais je suppose que derrière tout cela, vous allez encore essayer de faire porter votre parole quelque part, amener vos discours quelque part. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous allez faire? Alors la prochaine action, elle va avoir lieu le 20 novembre, parce que c'est la journée internationale de l'enfance. Oui, là c'est Alors oui, on est ça, nous-mêmes un petit peu impressionnés par le nombre de personnes qui nous ont rejoints en une semaine, effectivement. Après, voilà, c'est un petit peu normal parce qu'il y a beaucoup de parents et surtout beaucoup de mamans aussi qui nous ont rejoints parce que les mamans souffrent de voir leur bébé, parce que même s'ils ont 20 ans, ça reste leur bébé, ça reste nos bébés, de voir leur bébé souffrir depuis mois et des mois sans jamais avoir une date de fin, en fait, à cette souffrance. Donc maintenant, on a déjà beaucoup agi. On a agi avec des papas, on a agi avec des actions. On en a fait plein, des actions. On n'en est pas à notre coup d'essai. Là, on part sur une action médiatique forte des mamans en noir, presque endeuillées de la souffrance de leurs enfants. Voilà le message qu'on va donner. Et vous verrez toujours les mamans louves en noir jusqu'à ce que ce carnage s'arrête pour nos enfants. Voilà. On fait aussi un petit clin d'œil à las Madres Locas de la place de Mai, sans se comparer à elles, bien sûr, mais elles nous ont inspirés. Voilà. Et en fait, là, la prochaine action va être une action où on va rappeler à l'action qu'on a menée le 4 à l'Élysée. Et en fait, on va inviter les personnes en région, en province, en ville, d'aller solliciter leurs élus pour que les élus, eux, appuient cette demande de débat. Donc voilà, on a mis un petit tour médiatique en place sur les réseaux. On s'organise d'ailleurs avec plusieurs référentes de région, avec des mamans louves de partout. Et voilà, on va mettre quelque chose en place à l'unisson. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on est un cœur comme un cœur de chorale. On parle toutes de la même voix à l'unisson. On n'a pas d'étiquette politique, ni socio, professionnelle. En fait, on est des mamans et on est toutes différentes, mais on est toutes d'accord sur le fait qu'il faut nous laisser décider ce qui est bon pour nos enfants. Ouais. Nous sommes des milliers de mamans louves, mais en fait, nous n'avons qu'un seul cœur. Voilà, celui qui bat pour nos enfants et on sera là. Voilà, le temps qu'il faut, nous serons là. Il faut savoir aussi que nous avons des demandes de mamans louves à l'international. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point ça parle en fait les mamans louves. Ok, très bien.
Mesdames, merci beaucoup. J'en profite pendant que je vous tiens. Je sais qu'on a la chance de vous avoir. Je voudrais savoir, est-ce que les mamans louves vont se cantonner à ces demandes qui sont liées au Covid, donc aux mesures gouvernementales qui empiètent sur les responsabilités parentales des enfants, ou est-ce que vous pensez globaliser, dire que peut-être l'école à la maison, c'est aussi notre problème, que les services sociaux parfois sont très présents. Vous êtes uniquement sur le Covid ou vous êtes sur vraiment la défense de l'espace familial, de la responsabilité éducative par rapport aux enfants? En fait, Stéphane, on y va par étapes parce que ça fait beaucoup d'infos c'est pour, vrai. pour c'est vrai. les mais il y a gens. du monde quand même, on commence à s'y retrouver, il y a pas mal de monde qui proteste sur ces gens-là, sur ces points-là. Il y a tellement à faire pour remettre ce monde à l'endroit. C'est de le rendre meilleur, de reprendre un peu de logique. On est d'accord. Oui. Il y a tellement à faire pour nos enfants, pour leur créer un environnement serein, un monde serein, que bien sûr que là, on est dans l'urgence de ces mesures inédites, parce que c'est un vrai carnage. Il y avait déjà plein de problèmes avant et on est bien d'accord là-dessus. Maintenant, il y a beaucoup de sujets et on s'organise. On ne s'attendait pas non plus, nous, à avoir autant de monde d'un coup, à avoir des gens qui nous appellent de partout dans le monde, parce que c'est ce qui se passe, en fait. La voix... mais là, c'est l'international des parents, là. Là, oui, il se passe quelque chose. Là, oui. Et la voix des types, en fait, ça parle à tout le monde, à toutes les mamans et à tous les papas qui comprennent très bien, en fait. Et qui nous aident, d'ailleurs. Les papas sont avec nous. Bien sûr. Ils travaillent dans l'ombre, mais ils travaillent avec nous. Non, mais c'est les enfants. Voilà. Je veux dire, mais je vous comprends. Derrière. Nous, on parle avec la voix des pères, mais je vous assure qu'on demande l'égalité et qu'on demande vraiment le respect des droits parentaux de manière générale. C'est uniquement l'origine, parce que il se trouve que quand on faisait des réunions, c'est les mecs qui venaient me voir, c'est les hommes qui venaient, qui se mettaient entre nous. Donc, on a fait le logo de l'association telle qu'elle est ici, mais on veut la même chose, ça ressemble à la même chose. C'est uniquement l'origine de la voix qui est différente. On est complètement raccord par rapport à ça. Bon, mesdames, merci beaucoup d'être venues. Je sais que vous êtes très, très sollicitées. Vous avez votre vie privée et vos sollicitations. C'est quand même... c'est super sympa. Je pense qu'on a bien compris. On a pu un peu voir aussi, Roxane, qui vous étiez. Essayer de voir éventuellement où est-ce que ça allait. Expliquer aux gens quel était ce mouvement, ses origines et ce qu'il essayait de faire. Et puis, écoutez, on va essayer de faire en sorte, tous ensemble. Moi, je le redis à tout le monde, enlevez la pression de vos enfants. Comme dans la plupart des secteurs dont on parle habituellement, ne vous disputez pas devant eux, ne les rendez pas responsables de choses dont ils ne peuvent pas maîtriser et n'oubliez pas qu'ils ont besoin pour leur développement de leur petite bulle bleue. Là, c'est vraiment l'image qu'il faut garder. Et après nous en tant qu'adultes, on va essayer de faire en sorte que leur environnement à eux soit meilleur, autant qu'on le peut. Voilà. C'est ça. C'est notre responsabilité de parents. Oui. C'est la base. Absolument. C'est de protéger les enfants et de pas trop les impliquer et de leur donner un environnement dans lequel ils peuvent se développer. C'est à nous de faire ça. Et c'est même, je dirais, notre devoir. Oui. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mesdames, merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Vargen ylar i nattens skog. Han vill men kan inte sova. Hungern river hans varga buk. Voilà, c'était Roxane Chefaoui et Cyprine des Mamans Louves en exclusivité pour RLP. Ne manquez pas cette opération du 20 novembre, c'est après-demain, journée droit de l'enfant, il ne faut pas manquer ça. Donc on répète, on va chercher le petit courrier sur leur page Facebook ou sur le groupe Telegram, on le remplit, on l'envoie au maire ou au préfet, on se prend en photo devant. On le renvoie pour qu'il fasse un montage et nous demandons une audition, un entretien, une entrevue avec le gouvernement et l'Élysée sur la gestion de nos enfants parce que nos enfants, il faut s'en occuper un peu mieux que ça. Rediffusion mercredi prochain à 16h toujours sur RLP, le podcast disponible dans les jours qui suivront sur YouTube. C'est facile à trouver, vous cherchez Jaf ta mère sur YouTube. Voilà, c'est la fin de notre émission spéciale actualité pour les mamans louves, nous sommes complètement raccord avec. Et puis allez, pour aller dans l'humeur du temps, il y a des mamans louves, il y a des papas poules, mais il y a aussi des papas loups. Alors on va terminer ça sur un petit Metallica, Off Wolf and Man, live à Sacramento le 10 octobre dernier, histoire aussi de nous mobiliser les papas dans cette lutte pour nos enfants. À bientôt, ciao ciao.
RLP. Radio libre en Périgord. Jaf